et pour m'avoir confié ce sujet de réflexion qui est de m'intéresser à la concurrence entre les traites négrières françaises et hollandaises. Alors, j'ai choisi, je dirais, une illustration assez classique, hein, une gravure que certains d'entre vous connaissent. Hein, c'est une gravure de Saint-Sauveur de 1769 et qui nous montre un marchand d'esclaves à Gorée, qui, comme vous le savez, est une île située au large du Sénégal. Ceci pour nous rappeler que l'Afrique va être un des lieux de cette concurrence entre les traites négrières françaises et hollandaises, même si nous aurons l'occasion de le dire, l'Afrique n'a pas été le seul lieu où cette concurrence a pu s'exercer. Alors, je précise d'emblée que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la traite des Pays-Bas. Vous avez eu l'occasion de suivre l'intervention dans le cycle de conférences du grand spécialiste de ces questions, hein, c'est-à-dire le professeur Pieter Emmer, hein, qui m'a précédé donc, le mardi 7 février dernier. Et c'est notamment en m'appuyant sur ses travaux, et en particulier sur un ouvrage hein, qui est publié en français, hein, que je vous donne pour mémoire, vous pourrez vous y référer. Hein. Les Pays-Bas et la traite des Noirs, c'est édité chez Cartala, c'est pas un ouvrage très épais, c'est très bien écrit, et je dirais que c'est d'une lecture très, très facile, hein, très, très abordable. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le consulter pour prolonger hein, ce que j'ai pu y puiser pour ma communication. Alors, je vous le disais à l'instant, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la traite hollandaise. Mes travaux actuels me conduisent davantage à étudier la traite française en général et la traite nantaise en particulier. Hein, c'est pourquoi de nombreux exemples que je pourrais vous donner au cours de cette conférence seront puisés, je dirais, davantage dans les exemples nantais que dans les exemples dans les autres ports. Juste vous rappeler hein, mon lien avec les Anneaux de la Mémoire, puisque j'ai eu l'occasion de coordonner en 2007 le double numéro des cahiers des Anneaux de la Mémoire, les cahiers 10 et 11, qui étaient consacrés au port et à la traite des Noirs. Le tome 10 était consacré à la traite nantaise en particulier, et le numéro 11 était consacré aux autres ports français, donc du Havre à Marseille, en passant par Bordeaux, La Rochelle, Lorient et Saint-Malo. Alors, juste vous dire un mot du travail que je conduis actuellement avec mon ancien directeur de recherche, le professeur Guy Sopin, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes. Nous sommes en train de préparer un ouvrage de synthèse sur la traite négrière nantaise. Alors, un ouvrage de synthèse, alors me direz-vous, pourquoi en deux mots, vous expliquer un peu cette démarche. Cette démarche part du constat que si on parle beaucoup de la traite nantaise, hein, parce que Nantes a été le premier port négrier, il nous manque un ouvrage de synthèse qui nous permet d'étudier l'ensemble des expéditions négrières nantaises. Alors certes, on a eu le répertoire publié par Serge Daget et que nous devons à Jean Métas, mais ce répertoire débute en 1707. Jean Métas a essentiellement centré ses recherches sur les archives des fonds parisiens, et c'est bien normal parce que lui s'intéressait à l'ensemble de la traite négrière française, et donc il n'a pas pu accéder à des archives nantaises qui ont été par ailleurs étudiées par plusieurs étudiants de maîtrise, donc l'actuel Master 1, qui ont pu, sous la direction des professeurs Sopin, Weber et Christian Hermann, donc aborder des séquences de la traite négrière. Il nous restait à réaliser une synthèse de ces études, et c'est ce que nous sommes en train de faire
pour un ouvrage que nous espérons publier d'ici 2 à 3 ans. Hein, c'est une recherche assez longue et qui nous permettra d'avoir, je dirais, sur Nantes, l'équivalent de ce que Alain Roman a pu faire sur Saint-Malo ou Jean-Michel Deveau sur le port de La Rochelle, ou également Éric Saugerat, hein, que vous connaissez bien, puisqu'il vient de publier un ouvrage là, sur la bonne mer, navire négrier nantais, qui, lui, s'était intéressé à la ville de Bordeaux. Donc voilà un petit peu pour, je dirais, la démarche que je suis en train de conduire avec mon ancien directeur de thèse. Alors, ces remarques liminaires faites, on va attaquer le sujet à proprement parler. Et c'est par un extrait de Candide de Voltaire que j'ai choisi de débuter cette conférence. Alors c'est un extrait de l'ouvrage que vous connaissez tous, Candide, du chapitre 19. Candide est un ouvrage publié en 1759. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami? C'est l'état horrible où je te vois. J'attends mon maître, monsieur Van der Dendur. Le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur Van der Dendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Les fétiches, c'est-à-dire les pasteurs missionnaires hollandais, m'ont converti, me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Alors, cet extrait très connu du Candide de Voltaire, qui est une dénonciation à la fois de la condition des esclaves, mais qui est, vous l'avez bien évidemment ressenti à la fin de l'extrait, je dirais, une charge également contre l'aspect religieux. Hein. On retrouve bien là les thèmes chers à Voltaire. Je dirais, reflète assez bien une image qu'on pourrait qualifier d'image d'Épinal de la traite hollandaise, qui est une traite réputée particulièrement dure en comparaison des autres systèmes de plantation et les plantations hollandaises. Donc là, la scène se passe au Suriname, en Amérique du Sud. Donc les plantations hollandaises avaient cette réputation-là. Alors, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, suivre les recommandations et les prescriptions de Pieter Hemer pour constater quand même que on ne peut pas, je dirais, évoquer la concurrence des traites françaises et hollandaises en se plaçant sur, je dirais, ce terrain-là, c'est-à-dire de savoir quelle traite aurait été finalement, ou quel esclavage aurait été finalement plus humain qu'un autre. Je vous cite un extrait de Pieter Hemer. Il n'existait pas dans le monde de l'esclavage de système plus inhumain que le système néerlandais. Cela s'explique par la constitution de la classe des planteurs dans les colonies néerlandaises, un épouvantable mélange de néerlandais calvinistes et de juifs allemands et de portugais. Personne, à plus forte raison un esclave, ne peut en attendre quoi que ce soit de bon. Cependant, Pieter Hemer évoque quand même le fait que le système de l'esclavage est en lui-même quelque chose de complètement inhumain et qu'il serait finalement assez, je dirais, inconcevable de traiter un système de plus humain que l'autre dans ce secteur-là. Alors, lorsqu'on évoque l'idée de concurrence à l'échelle de l'Europe entre les puissances négrières, c'est bien évidemment l'idée de la confrontation entre France et l'Angleterre qui vient à l'esprit, puisque la France va être régulièrement confrontée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui sera le cœur de mon exposé d'un point de vue chronologique,
je m'intéresserai spécifiquement à ces 2 siècles, sans déborder sur la période du 19e, la période abolitionniste. La France se retrouve confrontée à l'Angleterre dans ce que l'historien Jean Meyer qualifie de deuxième guerre de 100 ans. Ce qui va des années du règne de Louis XIV jusqu'à Waterloo, hein, donc période véritablement caractérisée par cette seconde guerre de 100 ans. Il s'agit d'une confrontation entre ces 2 grandes puissances pour la suprématie européenne. Cette confrontation se caractérise par de nombreux affrontements dans le secteur maritime. Hein. Donc moi, si vous voulez, mon approche va être différente en m'intéressant à l'opposition entre France et Provinces-Unies. Cette opposition n'en est pas moins forte. Si on a tendance à retenir l'opposition franco-anglaise, n'oublions pas hein, cette opposition entre la France et les Provinces-Unies. Les relations ont été particulièrement difficiles au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, juste pour resituer un petit peu sur une carte de l'Europe des États vers 1740, la France, donc en bleu ici, et les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, hein, donc que l'on appelle souvent Hollande, mais je dirais le professeur Pieter-Hemer nous l'a dit lorsqu'il est venu au mois de février de manière impropre, la Hollande n'étant qu'une des provinces de ces Provinces-Unies qui se sont constituées à partir de 1579. Alors, on a 3 facteurs d'opposition très importants entre la France et les Provinces-Unies. On a d'abord une opposition politique, très nette. La France, faut-il le rappeler, est une monarchie qui évolue vers un modèle absolutiste, un modèle du roi absolu, donc avec un roi qui gouverne de droit divin. Opposition nette, puisque les Provinces-Unies sont une république, ce qui n'est quand même pas fréquent dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc opposition politique, monarchie contre république. Opposition religieuse également. La France est gouvernée par un roi qui est dit très chrétien. Louis XIV est un roi très chrétien, et vous savez que c'est le roi qui révoque l'édit de Nantes en 1685. On a, à partir de cette date, un retour à une unité de foi, et on peut dire que Louis XIV se fait ainsi un des champions du catholicisme romain en Europe. Bien. Opposition, puisque les Provinces-Unies ont largement embrassé la réforme religieuse calviniste. D'accord ? Enfin, dernière opposition, qui va nous intéresser davantage ce soir, c'est l'opposition, je dirais, économique. Les Provinces-Unies constituent, je dirais, une des grandes puissances maritimes de l'Europe avec l'Angleterre, et on peut dire que le point d'orgue de l'opposition entre la France et les Provinces-Unies dans le domaine économique, mais également militaire cette fois, c'est bien évidemment la guerre de Hollande qui se déroule entre 1672 et 1678. Cette guerre a 3 causes. Elle unit des rivalités économiques, en particulier la concurrence des armateurs hollandais sur les principaux marchés européens. Hein, on a une suprématie sur les mers dans les trafics de cabotage à l'échelle du continent de cette flotte des Provinces-Unies. On a également des griefs politiques. Louis XIV ne pouvait admettre la réussite d'un régime républicain, calviniste de surcroît. Et on a également, dans cette affaire de guerre de Hollande, un conflit d'honneur, puisque les Hollandais avaient en effet multiplié les pamphlets ironiques contre l'Angleterre, mais également contre la France. Alors, cette guerre se solde par ce que l'on pourrait qualifier de victoire française. Donc, c'est la victoire de... Donc, les traités de paix sont conclus à Nimègue en 1678. Mais finalement, cette victoire de Nimègue est un peu une forme de trompe-l'œil qui masquait en quelque sorte un échec pour Louis XIV, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi
son invasion de la Hollande au début de la guerre, et le souverain qui était à cette époque-là le plus puissant souverain d'Europe, c'est, si vous me passez l'expression, casser les dents contre une petite république de marchands. Et cette guerre qui est devenue européenne a été, je dirais, assez désastreuse au plan économique pour la France. Colbert a dû renoncer à ses tarifs protecteurs qu'il avait mis en place en 1664 et en 1667. Et ces tarifs protecteurs, vous le savez sans doute, avaient été, je dirais, l'une des causes principales d'un des événements déclencheurs de ce conflit. Si on reste dans une considération également française, on a, en raison de cette guerre de Hollande, un durcissement très important de la fiscalité, de ce fameux système fisco-financier qui est alors en place. Et donc, je dirais que cela provoque également un certain nombre de révoltes en France, notamment toutes les révoltes fiscales. Alors, pour paraphraser Pierre Pluchon, on peut dire que la guerre de Hollande se présente comme un revers de la mer pour la France. Alors, mon intervention cherchera à montrer les grandes caractéristiques de cette opposition, de cette concurrence entre les traites françaises et néerlandaises au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais je voudrais que vous compreniez bien que mon intervention essaiera également d'approcher les facteurs de collaboration qui ont pu exister entre les deux systèmes. C'est-à-dire qu'on sera toujours, dans chacune des grandes parties de mon exposé, entre collaboration et opposition, entre concurrence et rapprochement entre les deux puissances. Un des premiers facteurs de rapprochement que je vous livre pour terminer là, cette introduction, c'est que ni la France, ni les Provinces-Unies n'ont participé à la première phase de conquête du Nouveau Monde, à la différence des puissances ibériques, Portugal et Espagne. Je vous renvoie à ce que Antonio Mendes a pu vous exposer au mois de novembre dernier sur la traite portugaise dont il est le grand spécialiste. Ni la France ni les Provinces-Unies n'ont participé à cette phase de conquête du Nouveau Monde. Ça veut dire qu'arrivés au XVIIe siècle, globalement, ils vont vouloir, eux aussi, se constituer un empire colonial dans le Nouveau Monde. Alors, j'en viens donc à ma première grande partie, la France et les Provinces-Unies face à la traite négrière. Alors, je voudrais développer ici trois grandes idées. La première idée, c'est évoquer la précocité de l'investissement des Provinces-Unies dans la traite si on compare à la France. Deuxième idée, c'est de voir que les Provinces-Unies vont constituer pour les Français un modèle dans l'organisation du trafic négrier, avec notamment, on y viendra, les fameuses compagnies à charte. Enfin, je voudrais insister sur les facteurs de collaboration de ce qu'il convient d'appeler à la suite de François Renaud et Serge Daget l'Europe négrière. Alors, l'ouvrage de Pieter Hemmer permet de souligner l'antériorité de l'investissement des Pays-Bas dans le commerce négrier par rapport aux Français. Dans un premier temps, les Néerlandais réussissent à s'emparer des richesses produites dans les territoires exotiques par des actes de piraterie et de contrebande, dont ils sont, je dirais, en ce début du XVIIe siècle, véritablement les grands spécialistes. Ils occupent également épisodiquement quelques possessions espagnoles et portugaises. S'ils ne s'attaquent pas d'emblée au Brésil, qui, vous le savez, est détenu par le Portugal, c'est qu'une grande partie de la production, je dirais, de sucre effectuée au Brésil est importée aux Pays-Bas par un discret trafic de contrebande. Ça veut dire qu'ils sont déjà, si vous voulez, je dirais, intéressés à ce système via une redistribution du sucre à l'échelle européenne. Et on a vu que les réseaux de cabotage à l'échelle du continent étaient largement dominés par les Hollandais.
Rappelons également que depuis 1580, les couronnes ibériques sont réunies sous l'égide de l'Espagne. Donc quand on s'intéresse à cette époque-là, au début du XVIIe siècle, au Portugal, il faut bien voir que la mainmise espagnole s'est faite depuis 1580. Alors, les Néerlandais remportent une victoire sur la flotte espagnole qui leur permet de conquérir une grande partie du Brésil entre 1630 et 1635. Alors, une bonne partie des planteurs portugais se réfugient au sud du Brésil, dont ils vont rester maîtres, et certains restent au nord du Brésil, sous domination hollandaise. Et donc, en s'appuyant sur ces planteurs portugais restés dans le nord, et sur l'expérience des marins lusophones, qui sont déjà habitués, Antonio Mendes l'a bien montré, à ce trafic, les Néerlandais mettent en place leur propre trafic négrier à partir de 1635. Les débuts sont particulièrement efficaces, sont particulièrement intenses, puisque en une dizaine d'années, entre 1635 et 1645, pas moins de 25 000 esclaves sont transportés au Brésil, avec une tendance à l'augmentation au fil du déroulement de la période. Progressivement, les colons portugais vont se révolter contre cette tutelle hollandaise, et finalement la Hollande va céder ce Brésil qu'elle avait conquis au Portugal, et elle va en quelque sorte le rétrocéder. La ville de Recife, qui est le dernier enclos, le dernier réduit portugais, enfin le dernier réduit des Provinces-Unies, tombe en 1654. Donc vous voyez que cette première expérience intense via l'expérience des Portugais permet aux Hollandais de s'intéresser de manière précoce à la traite négrière. Si on compare avec la situation de la France, on peut dire qu'on en est à cette époque-là uniquement à l'expérimentation. Les premiers navires négriers qui sont équipés dans un port comme La Rochelle, c'est 1643, selon Marcel de la Fosse. Jean-Michel Deveau évoque même la date de 1595 pour une expédition. Donc vous voyez qu'on est là plutôt dans le domaine de l'expérimentation que dans la déportation massive de plusieurs milliers de captifs depuis le continent africain. Bon, je pourrais vous donner la date de Bordeaux, 1672, Saint-Malo, 1679. Donc vous voyez que tout ça est beaucoup plus tardif. Pour le port de Nantes, on pensait jusqu'à il y a peu que la date de 1688 correspondait au premier armement d'un navire négrier nantais. Cependant, dans mes recherches, j'ai eu l'occasion de trouver dans les archives notariales nantaises du XVIIe siècle plusieurs exemples d'armements négriers dans la décennie 1650. Mais vous voyez qu'on en reste quand même à un départ beaucoup plus tardif de la traite française par rapport à la traite hollandaise. Deuxième idée dans cette première grande partie, c'est l'idée du modèle hollandais de la WIC, W-I-C, qui sont les abréviations de la compagnie hollandaise qui va être chargée d'organiser la traite des Noirs. Les premières manifestations organisées de la traite négrière par l'Atlantique sont effectuées, vous le savez sans doute, dans le cadre de grandes compagnies commerciales qui sont des compagnies qui disposent d'une charte, c'est-à-dire d'un monopole qui leur est octroyé par l'État pour pratiquer le commerce ou pour pratiquer la traite dans un espace délimité. Et dans ce domaine, donc la WIC, la West Indisch Company, qui est une création hollandaise de 1625, parvient à faire vivre son privilège durant un peu plus d'un siècle, puisqu'elle s'éteint en 1736. Mais cette compagnie, cette West Indisch Company, va servir de modèle aux compagnies françaises qui vont être fondées en particulier à partir de 1664. Et là, vous voyez qu'on est dans le régime colbertien, c'est-à-dire qu'on est dans la volonté de Colbert de,
de mettre en place une domination économique de la France, basée sur des grands principes liés au mercantilisme, qu'on va appeler le colbertisme, mais ce montage se fait, je dirais, sur l'imitation du modèle hollandais. Bon, simplement, ce que l'on peut remarquer, c'est que les différentes compagnies qui se succèdent à partir de 1664, alors il y en a eu plusieurs, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais la compagnie, voilà, on commence par la compagnie du Sénégal en 1664, puis en 1672, on associe cette compagnie du Sénégal à la compagnie de Guinée. Puis on a une refondation en 1685 avec une nouvelle compagnie du Sénégal, puis du Sénégal et de la côte de Guinée. Bref, aucune de ces compagnies à charte française ne parvient à se maintenir finalement assez longtemps et ne parvient surtout à satisfaire le besoin des planteurs en captif. Celle qui va durer finalement, c'est la compagnie refondée sous l'égide de Law à partir de 1720, la fameuse compagnie des Indes, qui elle va donc perdurer, mais elle ne va exercer son privilège, c'est-à-dire son monopole, que durant une période très faible, durant la décennie 1720, entre 1723 et 1725. Ensuite, elle se contentera d'accorder, si vous voulez, des autorisations d'armement auprès des armateurs privés, en se réservant le droit de percevoir une taxe sur le nombre de captifs introduits donc dans les colonies françaises. Mais globalement, ce système des compagnies à charte est un système qui a échoué en France très rapidement et qui échoue également dans le cas de la Hollande, puisque Pieter-Hemer montre bien que la fin du privilège de la Vic correspond à un essor très important de la traite hollandaise, là encore sous, avec les intérêts privés. Bon, je pourrais développer davantage cette question, mais je pense qu'il nous faut un petit peu, avancer. Alors, je voudrais maintenant que l'on en vienne aux facteurs de collaboration de cette Europe négrière. Premier élément, première lecture de cette collaboration à l'échelle de l'Europe, c'est la circulation des capitaux. Cette Europe négrière est-elle, je dirais, une Europe où les capitaux circulent, c'est-à-dire que est-ce qu'on observe l'investissement de Hollandais, très clairement, dans les armements qui vont être entrepris dans les ports français, par exemple. Donc on a quelques exemples qui montrent bien que des négociants qui sont d'origine hollandaise investissent dans la traite française. Pieter-Hemer, dans ses travaux, n'a pas trouvé de réciprocité, c'est-à-dire d'investissement français dans la traite des Pays-Bas. On se retrouve là confronté à un problème de source. Je dirais que les comptabilités négociantes sont difficiles à analyser, d'une part, quand elles sont conservées, d'autre part, ce qui constitue un problème important. Pensez qu'un négociant nantais comme Bouteiller, par exemple, qui est l'un des plus grands négociants de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Laure Pineau-Defoy, qui est une collègue qui a travaillé sur l'un de ces négociants, a bien montré qu'il brûlait sa comptabilité régulièrement. Donc à partir de là, il est extrêmement difficile de savoir qui pouvait investir sur les navires qu'il armait. Simplement, ce que l'on peut dire du cas nantais, qui est quand même relativement bien connu grâce à la conservation de plusieurs comptabilités de négociants, c'est que
Si on trouve des investissements de négociants qui viennent, ou des investissements parisiens, ou des investissements qui peuvent venir de l'extérieur, globalement cela reste relativement limité, et que l'essentiel du capital investi dans la traite nantaise est un capital qui est, je dirais, mobilisé sur place. Mobilisé sur place par tout un tas de réseaux, je dirais, négociants. Les négociants je dirais, se prêtent de l'argent entre eux, prennent des parts de navires, prennent des sous-participations, prêtent de l'argent par le biais de prêts à la grosse aventure, par exemple. Et donc, du coup, les travaux nous font dire que l'essentiel, en l'état actuel des sources, des fonds sont levés sur place. Bon, simplement, on peut citer par exemple le nom de Jean Van Hersel, qui est donc un négociant hollandais, très, très célèbre, particulièrement riche, puisqu'il est placé en 2e ou 3e position dans l'inventaire des fortunes du négoce nantais fait par Gérard Mélier en 1725. Et ce négociant, donc Van Hersel, qui arrive à quitter la France et à rapatrier sa fortune, globalement a participé à l'armement de plusieurs négriers nantais, en a même armé un ou deux, donc lui-même. D'accord ? Donc on a des exemples où on voit bien ici une collaboration, je dirais, dans l'aspect lié aux capitaux. Cette collaboration va également, je dirais, s'observer par la redistribution. Les travaux de Paul Butel sur Bordeaux ont bien montré que le sucre qui était rapatrié à Bordeaux était ensuite réacheminé vers l'Europe du Nord, et en particulier vers la Hollande, qui était donc port d'Amsterdam et de Rotterdam, les deux grands hubs, pour prendre une appellation géographique actuelle, c'est-à-dire les deux grands nœuds de redistribution du sucre produit dans les colonies françaises, donc à l'échelle de toute l'Europe du Nord. Nantes est concernée également par cette redistribution vers l'Europe du Nord, mais l'axe ligérien lui permet, je dirais, d'alimenter assez largement donc la vallée de la Loire, et également l'agglomération parisienne, par le biais des canaux. Le canal de Briard, qui relie la Loire à Orléans, est ouvert en 1642, et donc permet de rejoindre par la voie d'eau l'agglomération parisienne. Donc là encore, on peut avoir, je dirais, dans cette Europe négrière, des collaborations entre la traite française et la traite hollandaise. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième grande partie, qui porte justement sur le continent africain, avec une question simple: savoir si ce continent africain est un enjeu entre la France et les Provinces-Unies. Alors, là encore, deux idées que je souhaiterais développer. D'une part, m'intéresser aux installations européennes sur le continent africain, et d'autre part, voir comment se déroulent les relations entre Français et Hollandais, mais plus largement, je dirais, comment se déroulent les relations entre Européens sur les côtes africaines. Alors, sur ces installations européennes en Afrique, alors, j'ai extrait cette carte, cette carte de l'Atlas de Dorigny et Guénaud, édité chez Autrement, donc, qui nous montre la présence des forts négriers européens le long des côtes africaines, donc une sorte de chapelet, une kyrielle de forts qui sont donc installés le long des côtes africaines. Bon, je vais rappeler ici ce que Ibrahim Atioub a pu vous exposer lors de sa conférence sur traite et esclavage en Afrique au mois de mars. C'est que la présence des Européens est une présence périphérique, est une présence côtière sur le continent africain. Les Européens ne pénètrent guère à l'intérieur du continent africain. Alors évidemment, on a quelques missions ponctuelles, bien évidemment, mais cette pénétration
ne se fera véritablement qu'au XIXe siècle, dans le cadre des opérations plutôt liées là à la colonisation. Donc on est plutôt dans une présence côtière des Européens qui vont, je dirais, davantage négocier avec les États africains en place les captifs qu'ils vont ensuite déporter massivement en direction de l'Amérique. Alors, ces différents forts, alors un fort, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepôt de marchandises et une garnison militaire. Bon, garnison militaire, il faut s'entendre, c'est relativement modeste, bien évidemment. N'imaginez pas des garnisons bien fournies de plusieurs milliers d'hommes, quelques dizaines d'hommes. Bon. Et ces forts sont des lieux où s'effectue la jonction entre le capitaine négrier et l'État africain, fournisseur d'esclaves. Ce n'est pas une enclave étrangère dans le royaume ou dans les royaumes africains, car ces souverains africains sont parfois d'humeur changeante et peuvent, je dirais, enlever, retirer le privilège de l'établissement de ce fort aux Européens. Donc, une situation quand même précaire dans ces différents forts. Alors, dans l'ouvrage de Renaud et d'Agé, Les traites négrières en Afrique, bon, il y a plusieurs photographies donc, de forts, bon, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Là, j'ai choisi cette photographie parce que c'est le fort hollandais d'Elmina, qui est un des plus grands forts donc, le long du golfe actuel de Guinée. Là, on nous montre donc un autre fort important qui est un fort anglais. Alors, tout ça est toute la partie là que je pointe là avec la petite flèche est inexistante. N'imaginez pas qu'il y avait des jardins. Simplement, par contre, le fort anglais est plutôt bien représenté. Ce fort anglais donc de Cape Cod, qui est donc voilà, pour vous le situer, donc Elmina est ici et Cape Coast ici, Cape Coast Castle, dont je n'ai pas pu vous montrer la photographie. Voilà, qui est dans un état de conservation peut-être plus intéressant que celui du fort d'Elmina tenu par les Hollandais. Alors, si on regarde, alors bon, je vais vous peut-être faire un effort d'imagination de votre part, c'est de constater finalement que cette précocité de l'investissement hollandais dans la traite par rapport à la France porte ses fruits également le long des côtes africaines. C'est-à-dire que si on regarde donc là donc les forts qui se situent le long de la côte de l'Or, bon, on a un fort français et un nombre beaucoup plus important. Donc le fort français apparaît en bleu ici. Je n'ose pas trop toucher le machin, mais ici là. Et par contre, on voit en orange les différents forts hollandais et vous constatez qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, ils possédaient relativement peu de forts protecteurs donc, le long des côtes africaines. Si l'on accepte les implantations françaises le long du Sénégal, Saint-Louis et l'île de Gorée, dont on a déjà pu parler précédemment. Alors, je voudrais simplement évoquer avec vous la situation du port de Ouidah. Ouidah qui se trouve donc ici, le long du golfe de Guinée, et qui est un des principaux lieux d'embarquement des captifs dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et pour mieux appréhender, je dirais, la manière dont s'organise le trafic négrier le long des côtes africaines, je voudrais vous lire donc
Donc, bon, si on prend une carte un peu plus générale, hein, donc le port de Ouidah apparaît, bon, donc Gorée, hein, vous le situez géographiquement, donc ici au large du Sénégal. Ouidah, grand port, et donc Luanda, le long de ce qu'on appelle à l'époque la côte d'Angole, l'Angola, hein, mais qui ne correspond pas véritablement à l'Angola actuelle. Et donc, vous situez la forteresse de Ouidah. C'était donc le long de la côte de Guinée le port le plus réputé et qui fut probablement à l'origine de l'appellation de la côte située entre Petit Popo et Lagos, qui est ce nom de côte des esclaves. En 1730, le chevalier des Marchais écrivait de la Compagnie des Indes: elle n'a qu'un seul comptoir sur toute cette longue côte, et ce comptoir n'a d'autre commerce que celui des captifs. Alors, ce qui est assez intéressant pour bien comprendre comment s'organisait le port de Ouidah, c'est que le roi local n'avait pas concédé la possibilité à une seule nation européenne d'édifier un fort à Ouidah, mais à quasiment toutes les nations européennes qui pratiquaient la traite négrière. C'est-à-dire qu'à Ouidah, on avait un fort hollandais, on avait un fort anglais, on avait un fort portugais, on avait un fort danois et on avait un fort français. D'accord ? Donc il y a véritablement une volonté de la puissance africaine, j'allais dire, de faire jouer la concurrence. Hein, on va y venir. Je vous cite un ouvrage anglais. La rade, un témoignage d'un capitaine anglais daté de 1734. La rade où les vaisseaux mouillaient était un port franc pour toutes les nations de l'Europe, qui allaient dans ces quartiers-là pour y faire le commerce des nègres. Et le commerce y était si considérable, tant qu'il a été dans un état florissant, qu'on l'a fait monter à plus de 20 000 le nombre d'esclaves que les Anglais, les Français, les Hollandais et les Portugais en transportaient tous les ans, soit de la même ou de quelques autres endroits du voisinage. Comme c'était le principal quartier de la Guinée, de toute la côte, pour le commerce des nègres, la fréquente communication que les gens du pays ont eue avec les Blancs les avait tellement civilisés qu'ils y avaient plaisir à négocier avec eux. Bien. Donc, dire que dans le dernier quart du XVIIe siècle, Ouidah a expédié, entre guillemets, bien évidemment, plus de 130 000 esclaves. Dans le premier quart du XVIIIe siècle, on monte à 375 000. Et ça redescend dans le deuxième quart du XVIIIe siècle à 180 000. Mais vous voyez qu'on a là un port particulièrement actif, pour le moins, dans ce commerce négrier. Alors, vous voyez qu'on a plutôt là l'idée, je dirais, d'Africains qui, clairement, mènent un petit peu le jeu, mènent un petit peu la négociation, donc le long des côtes africaines. Je voudrais vous citer un ouvrage donc, de Renaud et d'Agé qui écrivent que la préparation de la traite des Noirs parmi les nations européennes qui la pratiquent agit inversement aux doctrines et modèles qui ont cours. Le XVIIIe siècle voit l'apogée du mercantilisme, du colbertisme ou des tarifs de prohibition. Multiples facettes d'une même politique économique. Les nécessités de la traite des Noirs conduisent à la négation du protectionnisme. C'est par exemple dans la création légale d'entrepôts fictifs où la marchandise importée de l'étranger ne paieront pas les taxes habituelles. Ajoutons que ces contradictions aux principes des métropoles demeurent vraies sur la côte d'Afrique, où il est fréquent qu'un navire de telle nationalité complète sa cargaison en achetant des marchandises à tel fort ou tel navire d'une autre nationalité. Toutes les opérations couvertes de surcroît par un consensus d'extraterritorialité et de quasi-neutralité des eaux et du littoral africain, du moins en temps de paix européenne. D'accord ? Donc là, c'est plutôt l'idée d'une collaboration entre les différentes puissances européennes qui apparaît à la lecture de différents rapports. Alors, je pourrais vous prendre quelques exemples, je vais en prendre un.
j'ai découvert là dans mes recherches quelque chose qui avait été déjà mis au jour précédemment, mais qui m'a permis de le redécouvrir. C'est le cas d'un capitaine armateur qui s'appelle donc Jean Bonneau, qui, ça ne s'invente pas, qui est capitaine armateur d'un navire négrier, le Saint-Jean-Baptiste, qui part de Nantes en 1731. Et ce personnage, je dirais, va littéralement devenir fou, complètement fou, tout au long donc de son expédition, et en particulier va être atteint de tous les symptômes, de ce que l'on pourrait qualifier de délirium très mince, en particulier au moment de son séjour africain. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où finalement le capitaine est jugé inapte, parce que atteint de folie, il a tout simplement tué un représentant africain, un courtier africain qui venait négocier. Bon, le capitaine en second et l'équipage décident de l'enfermer dans sa chambre. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont convoquer donc le capitaine en second pour connaître la démarche à suivre d'autres capitaines qui sont, je dirais, dans la même localisation. Et les deux capitaines sont un Anglais et un Hollandais. Un Anglais et un Hollandais qui vont venir, je dirais, discuter avec le capitaine en second de la démarche à adopter. Et donc de là vient le fait que bon, il faut évidemment ne pas le mettre au fer, mais éventuellement lui ôter toute arme pour qu'il n'ait plus d'accès de violence envers lui-même et envers les autres. Mais cette décision est prise en collaboration avec un capitaine anglais et un capitaine hollandais. Donc, ce qui nous montre bien un exemple, je dirais, de collaboration entre les différentes nations européennes le long des côtes africaines. Alors évidemment, collaboration, on s'entend. Bien évidemment, les rapports des capitaines, les journaux de bord montrent également, je dirais, de l'agacement dans cette concurrence que se livrent les puissances européennes. Les négriers néerlandais effectuent un tiers de leur commerce sur la même côte ouest de l'Afrique, alors que les prix y sont très élevés. Ce golfe de Guinée qui va être saigné par les puissances européennes pour la déportation des captifs vers l'Amérique est un lieu particulièrement concurrentiel, puisque toutes les puissances européennes vont le long de cette côte pour y chercher des captifs. Et les cahiers de bord des négriers néerlandais regorgent de plaintes. Alors je vous en livre une. Les Français gâchent l'endroit de façon scandaleuse, et les navires hollandais ne peuvent pratiquement plus acheter à cause des prix trop élevés et des cadeaux exorbitants qu'ils offrent. Alors, cependant, ce que l'on peut remarquer à la suite de Pieter Hemer, c'est que les Hollandais continuent à pratiquer la traite le long de cette côte des esclaves. Autre exemple, à Ouida en 1704, 30 000 esclaves sont vendus. Dans la rade, 12 à 14 vaisseaux de nations différentes attendent. Cette concurrence âpre contribue à la hausse des prix des esclaves. En 1682, les Hollandais échangeaient le fusil à 8 onces d'or, en 1717 à 3 onces. En 1717, les Anglais offraient 25 fusils pour un esclave mâle, quand les Hollandais en proposaient 32, de qualité moindre. D'accord ? Donc vous voyez une forme d'inflation qui montre bien finalement que le long des côtes africaines, l'intermédiaire africain je dirais, n'est absolument pas à négliger. Bon, je crois que l'historiographie a permis de réviser complètement, mais bon, j'insiste bien, j'enfonce le clou, je dirais, sur l'idée dans une optique post-coloniale de considérer l'intermédiaire africain comme quelqu'un de complètement naïf,
à qui on allait fourguer des fusils qui marchaient pas, de l'alcool inconsommable, et puis des toiles de qualité nulle. D'accord ? Ça, je dirais que il faut véritablement abandonner cette idée-là. Les Africains et les rois africains ont des goûts très précis en matière de toile, en matière de fusils, et globalement, je dirais, pour qu'un négociant réussisse son expédition négrière, il faut qu'il emporte et qu'il fasse emporter sur son navire les marchandises qui vont lui permettre une traite rapide. Et vous savez que la traite rapide est l'un des aspects je dirais, clés de la réussite d'une opération négrière. L'idée du séjour africain qui s'éternise est généralement je dirais, mauvais signe pour l'armateur. Alors, donc, une forme de concurrence encouragée par les rois africains. Bon, simplement, on assiste tout au long du XVIIIe siècle à des épisodes, je dirais, belliqueux, qui correspondent souvent à l'arrêt des opérations de traite, mais ce qui va marquer le XVIIIe siècle, à partir des années 1730, c'est la montée de l'opposition des Anglais. Les Anglais vont, je dirais, avoir une grande méfiance par rapport à la politique coloniale qui est menée par le ministre de la Marine de l'époque, qui s'appelle donc Maurepas, un homme politique très connu du XVIIIe siècle, parce que c'est un véritable crocodile, de par sa durée de vie. Mais en l'occurrence, il va mener une politique maritime très audacieuse qui va provoquer une grande méfiance de la part des Anglais. Et dans les rapports des capitaines, à partir de ces années 1730, on voit comment les capitaines nantais, par exemple, ne peuvent plus traiter dans les forts anglais. C'est-à-dire que là, il y a une véritable barrière qui se met en place. Donc, notamment dans le fort d'Anamabou, qui est un fort important des Anglais, et les capitaines nantais s'en font chasser à plusieurs reprises. Par contre, ce que l'on remarque également, c'est que les Hollandais ont tendance à suivre les Anglais dans cette volonté de ne plus accorder de vente aux Français. Alors pourquoi les Hollandais suivent-ils les Anglais? Tout simplement parce que les Anglais sont en position de force et que finalement les Hollandais ont peur ou craignent finalement les réactions d'hostilité des Anglais à leur endroit. Donc à deux reprises, au cours de la décennie 1730, Jean Robert, par exemple, capitaine de la Gentille en 1737, après avoir quitté Anamabou à la demande des Anglais, demande la permission de traiter sous un fort hollandais qu'il obtient. Les Anglais le somment de partir, ce qu'il refuse. Le lendemain, le gouverneur anglais prie Jean Robert d'appareiller. Donc cet événement montre bien finalement que les Hollandais suivent les interdictions qui vont être édictées par les Anglais. Alors, un dernier mot pour cette deuxième partie sur les lieux de traite. Bon, je vous le disais, le golfe de Guinée va être véritablement le lieu privilégié pour la traite des Noirs de la part des Néerlandais. Pour les Français, c'est le lieu véritablement également privilégié pour la première moitié du XVIIIe siècle. Ensuite, on constate progressivement, et le cas de la traite nantaise est tout à fait révélateur, un décalage de la traite, donc sur ces côtes là que l'on appelle, donc là vous voyez avec la petite flèche là, les côtes d'Angole. Les côtes d'Angole montent progressivement en puissance. Les négriers nantais et français en général et nantais en particulier, ont tendance de plus en plus à aller traiter le long de la côte d'Angole. La côte orientale de l'Afrique reste plutôt un terrain d'expérimentation. Alors, terrain d'expérimentation qui correspond davantage à la fin du XVIIIe siècle, après la guerre d'indépendance américaine, où là on a, dans la décennie 1780, la décennie la plus frénétique
dans le commerce négrier français. Et des ports comme Bordeaux en particulier vont, je dirais, aller pas mal traiter le long de la côte du Mozambique. Mais pour les Nantais qui avaient leur position, je dirais, particulièrement bien établie le long de la côte de Guinée et le long de la côte d'Angola, ils restent finalement fidèles à ces lieux de traite. Donc vous voyez qu'on est toujours entre l'opposition et la collaboration entre la France et la Hollande. Alors, troisième et dernière... alors là, c'était quoi? C'était... Oui, bon. Tac. On va s'intéresser maintenant, je dirais, au troisième triangle de ce commerce triangulaire, même si vous savez que l'expression de traite négrière atlantique est préférable. On va s'intéresser finalement à la finalité de cette traite des Noirs, c'est-à-dire l'alimentation des colonies de plantation en captif. Alors, je voudrais ici m'intéresser donc d'une part d'abord aux empires coloniaux que se sont constitués la France et les Pays-Bas en Amérique. D'autre part, évoquer une deuxième idée, là encore, le rôle d'initiateur des Hollandais dans la déportation de captifs africains en Amérique. Et enfin, montrer en quelque sorte le paradoxe qui existe entre le poids des grandes puissances négrières et l'alimentation de leurs colonies. Alors, sur cette carte, on remarque que donc, les grandes puissances coloniales, les empires coloniaux, au milieu du XVIIIe siècle, grosso modo. Alors, si on s'intéresse à l'Amérique, bon, deux constats. D'une part, les puissances ibériques, l'Espagne et le Portugal, les premiers arrivés, traité de Tordesillas 1494, bon, se sont relativement bien servis. Le Portugal donc, a récupéré son indépendance, a récupéré également le Brésil, occupé un temps, en particulier dans sa partie nord, par les Hollandais. L'Espagne, avec la nouvelle Espagne et la nouvelle Castille, est particulièrement bien implantée. Et on va voir qu'au XVIIe siècle, bon, les autres puissances européennes s'intéressent en particulier à la sphère Caraïbe, donc à toutes ces îles qui vont devenir les principales îles sucrières, et également donc à l'Amérique du Nord. Donc vous voyez que la France n'a pas encore perdu ses possessions à cette époque-là en Amérique du Nord, puisqu'elle possède le Saint-Laurent et globalement le Mississippi. Bon, elle perdra tout ça en particulier après la guerre de 7 ans, qui sera un désastre pour la France, mais Voltaire n'a-t-il pas raillé les arpents de neige du Canada, qu'il n'était pas finalement très important de conserver. Donc, bon, la France, si on s'intéresse en particulier donc plutôt à la sphère Caraïbe, dispose donc d'une possession en Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe principalement, mais surtout, à partir de 1697, de la partie orientale de Saint-Domingue, qui va être véritablement la perle des Antilles, l'Hercule colonial, puisque à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est le premier producteur mondial de sucre. Les Français sont à ce moment-là largement devant l'île, la grande île anglaise de la Jamaïque. Donc, bon, l'Hercule colonial, donc Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Les Hollandais, quant à eux, bon, disposent donc d'une Guyane hollandaise, bon, qui est le Suriname, donc, dont on parlait tout à l'heure en citant Voltaire, et d'un petit point là, orange là, qui apparaît ici, qui correspond à l'île de Curaçao. Voilà. Donc le petit point orange. Voilà.
Tu es plus doué que moi. Celui-là? Voilà, ouais, suédois. Voilà, qui correspond donc à l'île de Curaçao. Alors, donc vous voyez quand même que les possessions hollandaises, au bout du compte, sont somme toute modestes, hein, en comparaison des possessions françaises en Amérique. Alors, si on s'intéresse maintenant, je dirais, au rôle d'incitateur qu'ont pu jouer les Hollandais dans le trafic négrier. On peut dire que à partir du moment où le système des engagés va péricliter. Je vous rappelle brièvement ce dont il s'agit. Le système des engagés consistait à proposer un contrat de travail à des Européens, souvent des argentés, des cadets de famille, qui allaient travailler dans le Nouveau Monde, essentiellement pour la culture du tabac, pendant un contrat de 3 ans, contre une rémunération et plus rarement le versement d'un petit lopin de, enfin la donation d'un petit lopin de terre à la fin de ce contrat. Bon, simplement ce travail est particulièrement dur et globalement, rapidement, les candidats ne sont pas légion. Alors, on décide, je dirais également, de changer de culture. On passe du tabac au sucre. Le sucre est une culture qui nécessite une main-d'œuvre extrêmement nombreuse. C'est un travail harassant, difficile, et globalement, on a l'idée de recourir à la déportation, hein, des Africains pour effectuer ce travail. Donc là, on voit le rôle, je dirais, précoce du Portugal, mais en ce XVIIe siècle, les Hollandais ont joué un rôle d'incitation à la déportation des captifs. Alors, il ne s'agit pas là de dire que sans les Hollandais, il n'y aurait pas eu de traite atlantique. Hein. Attention, qu'on soit bien d'accord. Les Hollandais ont pu, je dirais, par leur précocité dans l'investissement négrier, je dirais, encourager ce mouvement-là. Mais sans les Hollandais, je dirais, le Portugal avait déjà mis en place le système à partir du 15e, 16e siècle. Globalement, la traite atlantique aurait pareillement, ou peut-être un peu différemment, fonctionné. Donc, rôle incitateur. Si on compare maintenant, donc voilà, tac. Si on compare maintenant, je dirais, les destinataires, les pays destinataires de la traite. Et on va confronter ce document avec un autre graphique que je vais vous projeter ensuite. Bon, on voit clairement l'importance du Brésil. On voit l'importance également, donc en deuxième position, de l'Empire espagnol, hein, donc Nouvelle-Castille. Et donc là où on est plutôt, si vous voulez, dans l'exploitation de mines, hein, qui vont d'ailleurs s'épuiser, mais on est plus là dans un système où on va utiliser les esclaves pour les mines que véritablement dans une économie de type plantation sucrière, quoi. Hein. Les Antilles britanniques, les Antilles françaises, l'Amérique du Nord britannique des États-Unis et les Antilles hollandaises, y compris le Suriname. Vous voyez quand même que globalement, là, la Hollande arrive en termes de destinataire de la traite largement derrière les Antilles françaises. Alors, je voudrais qu'on confronte ce document avec un autre qui nous montre, je dirais, là, non pas les destinataires, mais, je dirais, la nationalité des navires qui vont déporter les captifs. D'accord ? Ce qu'on constate, c'est, en violet, on retrouve le rôle précoce du Portugal, précoce et tardif du Portugal, hein, qui montre bien l'importance du Portugal, hein, qui a déporté vraisemblablement 4,5 millions de captifs. Deuxième position, la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre,
qui arrive qui domine tout le monde au XVIIIe siècle. La Grande-Bretagne est vraiment la grande nation européenne dans le secteur négrier au XVIIIe siècle, avec les trois plus grands ports négriers, Liverpool, Bristol et Londres au XVIIIe siècle. En deuxième position, donc avec sans doute 2 600 000 esclaves. Ensuite, ce que l'on remarque quand même, c'est que si on confronte les deux documents, on voit que l'Espagne, qui apparaît en jaune sur ce trafic, n'a pas un rôle dans le transport des esclaves aussi importante que ne le laisserait penser les destinations des esclaves. Ça veut dire que l'Espagne utilise des esclaves, mais ne les achemine pas elle-même, pour faire simple. Et l'Amérique espagnole va être ravitaillée par des traités que l'on appelle des traités de l'Asiento. Alors l'Asiento, c'est quand même quelque chose de tout à fait couru et prisé de la part des armateurs. Et on peut dire que les Portugais vont d'abord acheminer les esclaves vers l'Amérique espagnole, mais que les Hollandais vont également contribuer à l'alimentation des colonies espagnoles en captifs. Ensuite, les Espagnols vont se tourner vers la France au moment, je dirais, où un Bourbon monte sur le trône d'Espagne. Donc là, on a un renversement d'alliance tout à fait important, puisque la puissance espagnole qui avait été l'ennemi de la France durant toute la première modernité va devenir son allié, et la France va se voir confier l'Asiento, c'est-à-dire le ravitaillement des colonies espagnoles en captif. Puis, après la guerre de succession d'Espagne, 1713, globalement, les Français vont perdre cet Asiento, et là, c'est les Anglais qui s'en emparent et qui vont le conserver une bonne partie du siècle. Donc, vous voyez que on a une concurrence là qui s'observe dans l'idée de s'emparer du monopole du ravitaillement de l'Amérique espagnole en captif. Donc, concurrence entre les grandes nations européennes qui vont se succéder dans cette situation de ravitailleurs des colonies. Bon. Dire également que l'île de Curaçao va être une plaque tournante de la redistribution des captifs vers d'autres îles antillaises où on va pratiquer la traite. Donc là, les Hollandais, je dirais, transportent des esclaves donc, pour le compte de leur colonie, mais également pour permettre le ravitaillement d'autres colonies. Alors, ce ravitaillement se fait bien souvent dans des situations de contrebande, et là on revient à l'idée des Hollandais spécialistes de la contrebande, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que dans la politique qui est menée au XVIIIe siècle et au XVIIe et XVIIIe siècle, on a affaire à une situation de monopole, une situation où l'exclusif colonial est la règle, c'est-à-dire concrètement que les colonies françaises doivent être ravitaillées par des navires français. Donc l'exclusif colonial mis en place sous Colbert, 1670, les lettres patentes de 1717, je dirais, continuent entérinent cet état de fait, organisent le commerce colonial, le réserve à quelques ports. On met en place à la fin du XVIIIe siècle un exclusif mitigé, mais globalement, je dirais, les idées restent en place. Et malgré ça, on peut dire que les Hollandais vont contribuer au ravitaillement des colonies françaises en captif par cette contrebande, tout simplement parce que les armateurs français n'arrivent pas à satisfaire l'insatiable appétit des planteurs de Saint-Domingue. On a véritablement affaire à un ogre colonial, puisque Saint-Domingue, dans la décennie 1780,
réclament à peu près chaque année 30 000 captifs, là où les navires français ne peuvent en fournir à peu près que 27 à 28 000. Donc ça veut dire que globalement, il y a 2 à 3 000, c'est-à-dire à peu près 10% qu'il faut trouver ailleurs. Et ces 10%, ils vont être retrouvés par le biais de la contrebande. D'accord ? Donc, de la contrebande plus ou moins je dirais, tolérée, su, enfin bon, nécessité fait loi dans ces cas-là. Juste, vous commentez brièvement le document là, que je vous projette là, sur la répartition de la population dans les colonies françaises. Voir la situation de Saint-Domingue, qui est quand même une situation tout à fait particulière, où donc on a à peu près 450 000 esclaves en 1789, pour 40 000 blancs, 40 000 colons. Donc on voit là un rapport de force tout à fait impressionnant, une disparité tout à fait impressionnante. Bon, rappelez pour mémoire que Saint-Domingue va être le lieu d'une révolte d'esclaves qui va amener à l'indépendance, en particulier avec le rôle de Toussaint l'Ouverture. Mais on voit à travers ces chiffres finalement le fait que la situation était difficilement tenable. Bien, alors j'en arrive à la conclusion de cette conférence. Alors, sur cette conclusion, je voudrais insister sur les ports négriers. Donc là encore, une carte que j'ai prise dans l'atlas d'Origny et Guénaud, qui nous montre l'importance des ports négriers. Donc, on voit ici l'importance des ports anglais, Liverpool, Londres et Bristol. Et cette Europe négrière, que j'ai évoquée dans mon introduction et dans ma première partie, je dirais, se concentre dans un triangle délimité par Bordeaux, au sud, Liverpool et la côte néerlandaise. Le second, donc le premier pôle, le pôle anglais. Deuxième pôle, les ports français. Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Saint-Malo, Le Havre, Rouen, sont des ports négriers tout à fait importants. La traite française est la troisième par le nombre total d'expéditions. Ce que l'on remarque simplement par rapport à l'Angleterre, c'est qu'elle reste dispersée sur un nombre relativement important de ports, parfois à l'activité négrière tout à fait infime. Un port comme Vannes va équiper 13 navires négriers, Bayonne une quinzaine. D'accord ? Donc vous voyez quand même qu'en France, la traite va concerner un nombre beaucoup plus important de ports. Les ports des Provinces-Unies viennent, je dirais, en quatrième position. Amsterdam a armé 210 expéditions, Rotterdam 126. Et on voit, je dirais, l'importance des ports de la Zélande. 688 expéditions, donc si on ajoute l'ensemble des différents ports de la Zélande, ce qui fait quand même de ce complexe, pour peu que l'on le considère dans son ensemble, comme sur cette carte, le cinquième complexe négrier européen, c'est-à-dire derrière les trois ports britanniques et derrière Nantes. Bon, ça c'était voilà, pour vous remontrer je dirais, l'intensité du trafic négrier, en particulier durant la période du XVIIIe siècle. Alors, donc vous voyez que on ne peut pas envisager les rapports entre les traites négrières hollandaises et françaises uniquement en termes d'opposition et de concurrence. On a vu durant l'exposé que je dirais, dans tous les secteurs, et bon, il y a un secteur que je n'ai pas évoqué, mais qui
qui me revient à l'esprit maintenant, c'est celui de la constitution des cargaisons de traite. Hein, donc là, qui aurait pu être ajouté à la première partie. Dans les cargaisons de traite, les navires européens, qui sont de véritables bazars flottants, partent avec des marchandises importées de toute l'Europe. Les négriers nantais armaient des navires avec des fusils qui venaient pour la plupart des Pays-Bas. Donc, on a dans tous les domaines des facteurs de collaboration au sein de l'Europe négrière, collaboration également le long des côtes de l'Afrique, mais collaboration aussi en Amérique, dans les plantations, dès lors qu'il s'agit de satisfaire l'insatiable appétit des planteurs. Bon, on a évidemment des facteurs de concurrence dans un milieu très concurrentiel. On a également des oppositions qui se font jour, les guerres maritimes, la montée en puissance de l'Angleterre, sa volonté de, je dirais, d'annihiler la puissance française naissante, constituent des facteurs très nets de césure, d'opposition entre les grandes puissances. Voilà, je vous remercie. Je voulais remercier Bernard pour cette